Dans le golfe du Bengale, se trouve une île recouverte d'une jungle dense et entourée d'eau peu profonde. North Sentinel apparaît vue du ciel comme une tache verte, bordée de récifs et de plages courtes. Des silhouettes humaines, munies de lances, d'arcs et de paniers, ont été observées sur ces rivages. Ils marchent d'un pas assuré et agissent en groupe. Ceux qui s'approchent reçoivent des signaux clairs. Ils s'organisent rapidement, forment une formation et gardent le contrôle de l'espace. Lorsqu'un bateau apparaît, ils réagissent sans hésitation. Ils ne se cachent pas, ne se dispersent pas. Ils agissent ensemble. Ils vivent dans des huttes faites de branches et de feuilles. Ils utilisent des outils simples. Des objets flottants ont été observés dans leurs mains. Ils sont présents sur le même territoire depuis des années sans montrer de changement visible dans leur mode de vie. Ils maintiennent des routines régies par des cycles naturels. Ils enseignent aux enfants par des gestes. Ils forment des lignes. Ils marchent ensemble. De loin, on peut voir une société entière agir selon sa propre logique. Est-ce que tout ce qu'il y a, ou y a-t-il encore quelque chose que personne n'a réussi à voir de l'extérieur? Bienvenue à Mundare. Je vous fais visiter les lieux aujourd'hui. Commençons. La vision du monde d'une île intemporelle. Depuis plusieurs décennies, des observateurs extérieurs ayant approché l'île ont décelé chez les sentinelles des schémas comportementaux suggérant une compréhension fermée et autonome de leur environnement. L'île, la mer et le ciel constituent les limites de leur monde connu, sans qu'ils n'y reconnaissent ou n'aient besoin de quoi que ce soit d'autre. Pour eux, le territoire qu'ils foulent semble contenir tout ce dont ils ont besoin, et rien ne laisse penser qu'ils cherchent quoi que ce soit à l'extérieur. Lors des survols ou des approches côtières, on a observé que les sentinelles réagissent fermement à toute présence extérieure. Elles ne se cachent pas et ne manifestent pas de surprise, mais adoptent plutôt des postures défensives ou agressives, comme si elles savaient parfaitement que ce qui vient de l'extérieur représente une perturbation dans leur espace. Cette réaction ne semble pas improvisée. Leur façon de s'organiser sur la plage, de lever leurs proues ou de se tenir en formation témoigne d'un sens aigu du contrôle territorial. L'île est non seulement leur refuge, mais aussi le centre de leur vision du monde. Les cycles météorologiques, les marées et la position du soleil rythment la routine du groupe. Au fil des ans, on a observé comment leur activité changeait au gré de la lumière, de la pluie ou des vents forts. Il n'existe aucune structure visible permettant de stocker de grandes quantités de nourriture, ni de système de protection complexe. Cela suggère qu'ils perçoivent l'environnement comme un élément qui leur est constamment fourni, sans besoin d'accumulation ni de transformation. La nature ne s'impose pas à eux. Ils cohabitent avec elle comme si elle s'inscrivait dans une logique ancestrale. Lorsqu'ils contemplent le ciel ou la mer, les sentinelles ne manifestent ni curiosité, ni peur, ni révérence. Des images prises de loin indiquent que ces éléments ne sont pas inconnus, mais pleinement acceptés comme faisant partie de leur environnement habituel. Lorsqu'un hélicoptère a survolé l'île après le tsunami, les sentinelles l'ont observé, ont tiré des flèches et sont retournés à leurs occupations sans aucun signe de confusion. Ces réactions montrent que, pour eux, tout ce qui vole ou flotte hors de l'eau ne suscite ni admiration ni émerveillement. Ils l'identifient comme quelque chose qui perturbe leur routine quotidienne. La gestion du feu, détectée dans au moins 2 zones de l'île, témoigne également d'une forme d'interaction établie avec l'élémentaire. Il n'y a aucune trace de grand feu de joie ou de feu contrôlé. Le feu semble être utilisé pour des tâches spécifiques, sans débordement ni gaspillage. Cela révèle une relation fonctionnelle et limitée avec ce qui ne provient pas directement de l'environnement tangible. Le feu est présent, mais il ne domine pas leur vie. Ils le comprennent, le contrôlent et l'utilisent avec un objectif clair. Dans les rares cas où les sentinelles ont accepté des objets extérieurs, tels que des noix de coco, des pots en métal ou des outils, on les a observés les prenant, les analysant et les laissant dans des espaces communs, sans chercher à les reproduire ou à les accumuler.
Ces comportements reflètent une logique où la valeur des objets dépend de leur fonction immédiate et non de leur origine ou de leur rareté. Si quelque chose est inutile dans son contexte, il est jeté. S'il est intégré, il fait partie de leur quotidien sans en altérer la structure interne. Aucun intérêt pour l'exploration au-delà des limites de leur île n'a non plus été détecté. Bien qu'ils possèdent de petites pirogues, ils ne les utilisent que dans les eaux calmes et proches. On n'a jamais observé de grandes embarcations ni de déplacements intentionnels vers d'autres îles. Ce manque d'exploration suggère clairement l'idée d'un monde clos, où l'extérieur n'a ni place ni sens. Ils ne cherchent pas, ne posent pas de questions, ne sortent pas. Ils évoluent dans un cadre qui semble défini depuis des générations. Les schémas de déplacement au sein de l'île suggèrent également une connaissance précise de sa géographie. Ils ne marchent pas au hasard. Ils suivent des itinéraires précis, répètent des trajets et se concentrent dans les zones où des vestiges de huttes, d'outils ou de restes de nourriture ont été retrouvés. Cela indique que leur façon d'habiter l'espace repose sur des références constantes, maintenues au fil du temps. Chaque lieu a une fonction, et cette fonction est respectée. Le fait qu'ils vivent sans électricité, sans écriture et sans technologie moderne n'implique pas de désorganisation. Bien au contraire. Leur réponse à l'inattendu, qu'il s'agisse d'un drone, d'un bateau ou d'un appareil photo, suivent des schémas répétés, témoignant d'une mémoire collective. Cette mémoire ne se transmet pas par des livres ou des signes extérieurs. Elle se préserve par la répétition et l'observation. Quelle structure physique construisent-ils et comment vivent-ils en communauté? Les quelques images prises à distance montrent que les sentinelles vivent dans des structures simples, conçues avec des matériaux locaux. Les huttes observées sont ouvertes, sans murs fermés, et faites de branches et de grandes feuilles, probablement issues d'arbres poussant sur l'île. Aucun clou, corde artificielle ou élément extérieur n'a été détecté pour les soutenir. Tout indique qu'ils utilisent ce qu'ils trouvent dans la jungle pour construire des espaces afin de se protéger du soleil, de la pluie ou du vent. Lors d'au moins 2 expéditions, des visiteurs ont découvert des campements abandonnés près de la côte. Les structures étaient organisées en groupes et non dispersées au hasard. Cela suggère que les familles vivent ensemble et que les aires de repos sont planifiées collectivement. Certaines huttes étaient plus grandes que d'autres, ce qui pourrait indiquer des différences de taille des groupes familiaux ou des fonctions différentes au sein de la communauté. Dans un cas, des restes de feu et d'ustensiles ont été retrouvés dispersés dans une zone commune. Des huttes plus petites ont également été observées à quelques mètres de là, peut-être utilisées comme abri temporaire ou comme zone pour des tâches spécifiques. On ne trouve aucun signe de plancher surélevé ni de plateforme. Les structures sont surélevées directement par rapport au sol. Aucun mur solide ni mécanisme de défense n'a été observé dans les habitations. Cela indique que leur sécurité ne repose pas sur des fortifications, mais plutôt sur le contrôle du territoire et l'isolement. Concernant l'emplacement, il a été vérifié que les habitations sont situées à proximité de la plage, ce qui permet l'observation de la mer, la détection des intrus et un accès facile à la pêche et au transport maritime. Cependant, certaines structures ont également été identifiées à l'intérieur des terres, notamment en altitude, ce qui pourrait servir de protection contre les fortes pluies ou les marées hautes. La communauté se déplace probablement au gré des saisons, adaptant l'utilisation de chaque espace. Les éléments de construction utilisés sont légers, faciles à obtenir et à remplacer. Cela suggère qu'ils ne recherchent pas la permanence dans leurs habitations, mais plutôt la fonctionnalité. Ils peuvent les démonter, les abandonner ou en construire de nouvelles sans dépendre de structures lourdes. Ce style reflète également un mode de vie flexible, sans accumulation ni fixation à un seul endroit. Le territoire est fixe, mais les maisons sont variables. Aucun signe de grands bâtiments communautaires ni de structures hiérarchiques n'a été décelé dans la conception du camp. L'agencement suggère l'égalité entre les groupes, sans zone privilégiée. Il n'y a pas de place, de temple, d'entrepôt ou de chorale visible. Tout suggère une vie en petits groupes, avec une autonomie individuelle. Chaque cellule familiale semble avoir ce dont elle a besoin pour fonctionner seule.
sans centre de commandement ni chef visible. Malgré cela, les regroupements ne sont pas aléatoires. L'ordre des huttes, des zones de feu et des espaces ouverts entre elles suit un schéma répétitif. Cela indique l'existence de règles internes d'organisation de l'espace, malgré l'absence de murs, de clôtures ou de panneaux. La routine se transmet par la coutume, et non par des symboles visibles. L'île possède des itinéraires et des secteurs définis par l'usage, et non par des marqueurs physiques. Sur les sites où des cadeaux ont été déposés, les sentinelles ont été observées se déplaçant de manière coordonnée. Elles n'arrivaient pas toutes en même temps et n'agissaient pas de manière désordonnée. Certaines restaient en arrière, d'autres avançaient, et plusieurs observaient depuis différents points de vue. Cette façon de se déplacer indique des rôles différenciés au sein du groupe. Certaines personnes peuvent être chargées de surveiller, de collecter ou d'analyser de nouveaux objets, mais ces fonctions ne s'expriment pas par des uniformes, des insignes ou des outils différents. Elles ne se manifestent que par le comportement. Lors des rencontres avec des hélicoptères ou des bateaux, il a également été observé que les hommes se plaçaient en avant, tandis que d'autres restaient avec les enfants ou les femmes. Cela renforce l'idée d'une répartition fonctionnelle dans les moments de tension. Aucun rituel ni décoration collective n'a été observé autour des habitations. Les huttes sont pratiques, sans ornementation ni différenciation esthétique. Tout est conçu pour servir, et non pour représenter. Aucune structure de stockage n'a été identifiée non plus. Il n'y a ni grenier, ni entrepôt, ni espace pour le stockage à long terme des objets. Cela confirme que leur mode de vie repose sur l'utilisation immédiate des ressources. L'habitation est un refuge, pas un entrepôt. Elle est habitée tant qu'elle est utile. Comment ils communiquent sans écrit ni documents externes? Tout ce que l'on sait du mode de communication des sentinelles provient d'observations à distance. Aucune conversation complète entre eux n'a jamais été enregistrée, ni aucune traduction de leur langue. Malgré cela, les rares enregistrements visuels nous permettent de déduire certains schémas. À plusieurs reprises, on les a observés se parler en utilisant des sons brefs, des cris, des pauses marquées et des gestes des mains. Cela indique l'existence d'un langage interne, utilisé exclusivement par les membres de leur communauté. Lors d'expéditions au cours des dernières décennies, les anthropologues ont observé les sentinelles prononcer des mots ou de courtes phrases en réaction à des objets inconnus. Ils se parlaient également avant de tirer des flèches ou d'approcher des cadeaux. Un jour, un échange rapide a été entendu entre deux hommes ramassant des noix de coco. Le sens n'a pas pu être compris, mais la réaction immédiate suggère qu'ils organisaient ou avertissaient de quelque chose. Cette coordination montre qu'il ne s'agit pas d'un langage improvisé, mais plutôt d'un élément de leur quotidien. Le son qu'ils produisent lorsqu'ils parlent semble sec, avec des changements de hauteur et de rythme. Aucun chant ni expression musicale n'a été enregistré dans leur communication orale. Leurs voix visent à transmettre des informations claires. Dans certains enregistrements isolés, on les entend alterner phrases et mouvements corporels, comme pointer du bras, lever une arme ou frapper le sol avec un bâton. Ces mouvements font également partie du message. Lors des contacts avec les bateaux, les sentinelles ont montré des réactions verbales variables selon le niveau de tension. Dans les moments calmes, certains riaient, émettaient des sons répétitifs ou faisaient des gestes avec les mains ouvertes. En situation d'hostilité, leurs paroles étaient courtes et rapides, accompagnées de cris forts. Cela indique que leur langue possède des nuances émotionnelles claires et qu'ils peuvent facilement exprimer l'approbation, le rejet ou la menace. Des hommes de tribus voisines ont tenté de communiquer avec eux par le passé. À ces occasions, les sentinelles répondaient par des phrases qui ne ressemblaient à aucune langue connue de la région. Même les visiteurs des villages voisins étaient incapables de les comprendre. Cela suggère que leur langue est restée isolée pendant des siècles, à l'abri de l'influence d'autres cultures. La séparation prolongée a permis à leur système de communication d'évoluer seul. Il n'existe aucune preuve qu'ils utilisent de l'écriture ou des symboles durables. Aucune trace n'a été observée sur les rochers, les arbres ou les outils. Tout indique que leur mode de transmission du savoir est oral.
Chaque génération apprend par la répétition, l'observation directe et la pratique. S'ils apprennent aux enfants à chasser, à construire une hutte ou à naviguer sur l'île, ils le font en parlant, en montrant ou en corrigeant. Il n'existe ni manuel ni dessin. Seuls les mots et les gestes sont utilisés. La gestuelle joue également un rôle central. Sur plusieurs images, on les voit lever les bras, les croiser, s'accroupir ou pointer du doigt avec force. Ces mouvements sont répétés avec une intention claire, faisant partie intégrante du message. Il ne s'agit pas d'embellissement ni de réactions aléatoires. Ils font partie intégrante de l'acte de communication. Ceci est courant dans les cultures sans écriture, où le corps devient un outil supplémentaire pour partager des pensées ou des décisions. Le fait qu'ils vivent en groupe fermé, sans interaction avec d'autres langues, renforce la stabilité de leur langue. Ils n'ont pas besoin d'adapter leurs mots, ni de modifier leur façon de parler. Tout ce qui se dit se déroule entre personnes connaissant déjà les règles. Nul besoin de traduire ou d'expliquer quoi que ce soit à un inconnu. Il n'y a donc aucune variation visible ni mélange linguistique. Durant les années où des cadeaux étaient déposés sur la plage, on a remarqué que certains membres de la tribu émettaient des sons doux en observant les objets. Ils commentaient probablement ce qu'ils voyaient ou demandaient quoi faire. D'autres répondaient par de courtes phrases, puis se rapprochaient ou s'éloignaient. Cette séquence montre qu'il y a une logique dans leurs propos et que leurs paroles sont liées à des décisions concrètes. Rien n'indique non plus qu'ils utilisent des signaux de fumée, des miroirs ou des sifflets pour communiquer à distance. Tout semble se dérouler face à face, dans un périmètre raisonnable. Cela renforce l'idée qu'ils vivent en proximité constante, sans avoir besoin de technologie pour communiquer entre eux. Leur système est adapté à leur mode de vie. Ce que les sentinelles se disent reste un mystère. Mais leurs gestes, leurs intonations et leurs rythmes montrent qu'ils possèdent un langage vivant, avec des règles, une structure et un sens. Existe-t-il des punitions, des lois ou des règles internes à Sentinelle? Des enregistrements visuels montrent que les sentinelles se déplacent en groupes coordonnés. Dans les scènes où ils s'approchent d'objets abandonnés sur la plage, ils se regroupent de manière ordonnée. Certains prennent la tête, d'autres restent en retrait, et plusieurs observent depuis les bords. Ce comportement, répété lors de différentes visites, indique qu'ils ont des rôles différenciés. Chaque membre semble avoir un rôle clair face à des situations collectives. Lors d'une expédition de contact, un insulaire a avancé devant les autres. Un autre s'est approché et l'a arrêté d'une poussée sur l'épaule. Ce geste était bref et non violent. Celui qui avançait est retourné à sa place. Personne n'est intervenu. La scène suggère que des personnes au sein du groupe surveillent le comportement des autres. Il n'y a eu ni paroles longues, ni gestes exagérés. Seulement une action directe pour corriger la situation. Lorsqu'ils ramassent des objets tels que des noix de coco ou des ustensiles, ils le font de manière ordonnée, sans dispute visible. Ils s'approchent à tour de rôle, sans courir ni se bousculer. À une occasion, une sentinelle portait un pot tandis qu'une autre attendait qu'il ait terminé. Cette façon d'agir établit un code de conduite que chacun comprend et respecte. Les actions sont régulées par un système interne qui organise l'accès aux informations extérieures. Lors des rencontres enregistrées, aucune interruption n'a été constatée au sein du groupe face à un risque potentiel. Dans une scène, 3 hommes armés d'arcs se tenaient en avant, tandis que d'autres reculaient. L'un d'eux indiquait de la main quand se déplacer. Cette séquence montre que des signaux permettent d'organiser la réponse à l'inconnu. Les gestes sont répétés et les autres y obéissent. Cela indique que ces instructions ont du poids. La présence constante de personnages donnant des instructions de la main ou se tenant au centre du groupe peut indiquer une forme de leadership. Certains membres adultes de la sentinelle servent de guide tandis que les autres attendent. Dans plusieurs enregistrements, les plus jeunes observent avant d'agir. La position de chacun et sa réaction à l'environnement semblent prédéterminés. Chaque rôle est répété en fonction de la situation. Lorsqu'un membre du groupe tentait de toucher un objet qu'un autre examinait déjà, il n'y avait aucune discussion. Le second attendait qu'il ait terminé. Puis il ramassa l'objet et l'examina sous un autre angle.
Ce type d'interaction démontre l'existence d'une manière établie de partager ce qu'on trouve. Les réponses ne relèvent pas de l'improvisation. Il existe une manière acceptée d'agir face aux autres. À leur arrivée sur la plage, ils maintiennent une formation constante. Les plus lourdement armés se positionnent dans la partie visible, les autres restent à distance. Cette stratégie ne change pas, même si les visiteurs varient. La cohérence de l'organisation indique que leurs décisions sont structurées collectivement. Les rôles sont attribués, respectés et maintenus. Dans certaines scènes, on a pu voir comment certains membres signalent aux autres d'avancer, de s'arrêter ou de reculer. Ces gestes sont compris sans qu'il soit nécessaire de les répéter. Dès que quelqu'un lève le bras ou crie, les autres ajustent leur position. Cette réponse synchronisée démontre l'existence de schémas comportementaux communs. Il n'y a aucun doute sur la conduite à tenir. Pendant le démantèlement du navire échoué, ils s'approchèrent des ouvriers sans manifester le moindre désordre. Certains ramassèrent des objets, d'autres observèrent en silence. Un insulaire toucha un chalumeau avec un bâton tandis qu'un autre observait attentivement. Ils changeaient de place sans être dérangés. Cette façon d'approcher et d'explorer en groupe montre qu'ils savent quand attendre et quand agir. Ils le font en fonction de l'environnement, mais aussi selon des règles communes. Lors d'une autre visite, les sentinelles refusèrent un cochon offert par l'équipe extérieure. L'un d'eux le transperça d'une lance. Ils l'enfouirent ensuite avec une poupée et d'autres objets. Cette action fut menée par plusieurs membres, sans aucune discussion. La décision fut partagée. Lorsqu'un objet n'est pas accepté, il est retiré de l'espace commun. Leur relation avec la mer. Navigation, danger et respect. L'île North Sentinel est entièrement entourée de récifs qui marquent les limites naturelles du territoire. Ces lisières marines agissent comme une barrière qui non seulement entrave l'accès depuis l'extérieur, mais limite également les déplacements des sentinelles. Depuis les premières strass, on observe que la tribu utilise des embarcations légères pour se déplacer dans les zones calmes. Les canoës répertoriés sont fins, à fond plat et sans rame. Les sentinelles se propulsent à l'aide de longues perches en bois qui leur permettent de se déplacer en eau peu profonde. Ces canoës ne sont pas conçus pour la vitesse ni pour traverser la haute mer. Ils servent de plateforme pour un accès immédiat aux environs immédiats. Ils sont utilisés pour la pêche, la récolte et l'observation depuis l'eau. Rien n'indique qu'ils tentent de franchir les récifs ou de naviguer au-delà de la zone visible depuis le rivage. Leur relation avec la mer est axée sur le fonctionnel. C'est un outil pour se nourrir et parcourir de courtes distances. Lors de plusieurs rencontres enregistrées à distance, ils ont été aperçus en petits groupes sur ces embarcations. Ils ne vont jamais très loin et leurs mouvements sont précis. L'un maintient l'équilibre, tandis qu'un autre manipule la perche. Nulle précipitation ni improvisation ne se dégage. Chaque geste a sa place. Les pirogues ne transportent ni chargées lourdes, ni matériaux supplémentaires. Seuls les membres de l'équipage et parfois un objet récupéré dans l'eau. La figure de l'aîné est la transmission du savoir oral. Dans les scènes filmées depuis des bateaux ou des hélicoptères, les sentinelles affichent une organisation où les aînés occupent une place centrale. Dans les situations tendues, certains hommes âgés, à la barbe visible, se tiennent à l'avant ou au centre du groupe. Leur position stable au sein du groupe indique qu'ils jouissent d'une autorité reconnue. Ils ne portent ni insigne ni ornement distinctif, mais leur position et leur comportement reflètent le respect de leur rôle. Lorsque le groupe réagit à des visiteurs inattendus, les signaux proviennent généralement de ceux qui se trouvent à ces points de repère. Parfois, l'un d'eux lève le bras, lance un bref cri ou hoche la tête. Les autres suivent cette instruction sans hésitation. Il n'y a pas de long échange de paroles ni de discussion visible. Le groupe tout entier adapte sa réponse aux actions de cette figure marquante. Ce comportement, répété lors de différentes rencontres, confirme que le leadership pratique repose sur ces adultes expérimentés. Lors des livraisons d'objets ou de nourriture sur la plage, on a observé que les hommes plus jeunes attendent tandis que d'autres, visiblement marqués par l'âge, s'approchent en premier. Ce sont eux qui évaluent l'environnement, touchent les nouveaux objets ou indiquent s'ils doivent être pris ou rejetés.
Cette séquence révèle que l'expérience guide la prise de décision et que les connaissances acquises au fil du temps ont une réelle valeur au sein du groupe. Il n'existe aucune trace de débat collectif ni d'assemblée visible. Cependant, l'ordre des actions suggère que les décisions ne s'improvisent pas. Quelqu'un définit ce qu'il faut faire, quand avancer ou quand reculer. La figure de l'aîné semble remplir cette fonction, non pas par une position formelle, mais par sa capacité à interpréter l'environnement et à transmettre ce qu'il a appris. Dans les cultures sans écriture, l'enseignement se transmet par la parole, les gestes et l'exemple. Pour les sentinelles, la seule façon de partager ces connaissances est la pratique directe. Ce qu'un adulte fait devant un enfant sert de leçon. Il n'y a ni livre, ni dessin, ni enregistrement. Le corps, la voix et la répétition forment le système complet d'apprentissage de la vie dans cet environnement. Des enregistrements longue distance montrent des enfants se déplaçant parallèlement aux adultes, imitant leurs gestes, leur rythme et leur posture. Lorsqu'ils se préparent à recevoir un canoë ou à se déplacer le long du rivage, les enfants observent, imitent et suivent le modèle en silence. Personne ne les interrompt ni ne les corrige brutalement. Ils apprennent en observant, en faisant et en répétant aux côtés de ceux qui connaissent déjà le terrain. Ce que les enfants enseignent, comment et quand ils apprennent. Les quelques images enregistrées des sentinelles montrent des enfants se déplaçant aux côtés des adultes sans se laisser distancer ni s'éloigner du groupe. On ne trouve aucune trace de garderie ni d'espace de jeu dédié. Dès leur plus jeune âge, les enfants participent aux activités communautaires. Ils sont présents lorsque les adultes vont à la plage, ramassent des objets flottants ou se mettent en formation pour observer les bateaux au loin. Dans l'une des images aériennes, on voit deux enfants marcher près d'une petite embarcation. L'un d'eux pousse la structure, tandis qu'un adulte la tient à l'autre extrémité. L'enfant reproduit le mouvement sans instruction verbale. Cette scène montre que l'apprentissage se déroule en temps réel, pendant que l'activité se déroule. Il n'y a ni cours, ni horaire, ni séparation entre jeu et apprentissage. Tout se déroule en même temps, dans le même espace. Pendant les moments où les sentinelles adoptent des positions défensives, les enfants restent intégrés au groupe. Ils n'interfèrent pas et ne se dispersent pas. Ils observent en retrait, attentifs à leur environnement et aux réactions des adultes. Ce comportement répété indique que, dès leur plus jeune âge, ils comprennent déjà l'importance de rester ensemble, de maintenir l'attention et d'imiter ce que font leurs aînés sans avoir besoin de parler. Le savoir se transmet par des actions et non par de longues explications. Ce que les enfants apprennent est ancré dans leur corps. Marcher pieds nus sur des rochers, manier des lances, tenir de longs bâtons ou se déplacer en file indienne derrière les adultes. Chaque geste observé est une instruction. La répétition constante de ces routines permet la transmission du savoir d'une génération à l'autre sans support écrit ni démonstration formelle. Dans les scènes où les insulaires reçoivent des objets extérieurs, comme des noix de coco ou des ustensiles, les enfants observent sans intervenir. Ils ne se précipitent pas sur ce qui leur est présenté et ne se font pas concurrence. Ils suivent l'ordre défini par les adultes. Ils ne prennent quelque chose que lorsqu'un aîné le leur permet. Ce comportement leur enseigne clairement le respect, l'attente et les rôles définis dès le départ. L'apprentissage ne se fait pas par des règles imposées, mais par la répétition observée. Le corps est le principal outil d'apprentissage. Les enfants se penchent, grimpent, rampent, portent et courent dans leur routine quotidienne. Aucune structure ne sépare le jeu de la pratique. Tout ce qu'ils font les prépare à la survie sur l'île. Les compétences qu'ils acquièrent ne sont pas théoriques. Ils sont habitués à naviguer dans la végétation, à entrer dans l'eau sans couler, à manipuler des objets avec des bâtons ou à maintenir l'équilibre dans un canoë. Lors des moments calmes sur la plage, certains enfants imitent ce qu'ils voient faire par les adultes. Ils se positionnent, un bâton à la main, pointant vers la mer comme s'ils étaient prêts à chasser. Il n'y a ni récompense ni punition pour cela. Seule la répétition continue de comportements que le groupe reconnaît déjà comme utiles. La pratique constante renforce ces comportements
sans besoin d'explication. Les adultes ne séparent pas les enfants du groupe. Ils sont toujours à proximité, marchant avec eux ou attendant à quelques pas. Cette proximité permet un apprentissage direct et continu. Il n'y a pas d'horaire ni d'âge fixe pour commencer. Dès qu'ils savent marcher, les enfants font déjà partie de l'environnement où sont enseignées les compétences nécessaires à la vie. Ce qu'ils apprennent n'est pas fragmenté en matière. Tout se fait ensemble. Outils, posture, distance, timing et méthode. Les outils qu'ils manipulent ne comportent pas de pièces complexes. Ce sont des lances, des perches, des paniers ou des cordes. Chacun est utilisé pour des tâches répétitives. Un enfant qui regarde un adulte jeter un bâton à la mer apprend quand, comment et sous quel angle le faire. Il n'a pas besoin d'explication. Il lui suffit d'observer et de répéter. L'efficacité vient avec la pratique, pas avec la théorie. Dans les moments de tension, comme lorsque des hélicoptères survolent le ciel ou que des bateaux approchent, les enfants ne manifestent pas de peur incontrôlée, ni ne s'enfuient. Ils restent où ils sont, regardant les adultes et imitant leur posture. Cette façon d'affronter l'inconnu est également enseignée. Non pas sous forme de contenu explicite, mais comme un comportement renforcé à chaque événement. Le rôle des femmes, soins, outils et présence silencieuse. Dans les images aériennes et en bateau, la présence des femmes au sein du groupe Sentinelle est clairement identifiée. Elles ne se tiennent pas en avant et ne portent pas d'armes visibles, mais sont intégrées aux activités quotidiennes. On les voit marcher aux côtés des hommes, s'occuper de jeunes enfants ou se tenir près d'objets ramassés sur la plage. Leurs vêtements sont différents de ceux des hommes. Elles portent des rubans ou des articles végétaux couvrant leur torse, ainsi que de simples jupes en fibres. Cette différence vestimentaire permet de les reconnaître même de loin. Elles se déplacent d'un pas ferme et assuré. Elles ne courent pas et ne s'isolent pas. Elles sont toujours présentes avec le groupe, mais ne jouent pas le rôle de porte-parole ou de représentante lors des contacts. Dans plusieurs séquences, on voit comment les femmes sont chargées de tenir les plus jeunes enfants ou de les garder près d'elles. Elles ne les retirent pas du groupe, mais les surveillent constamment. L'interaction avec eux se fait naturellement. Il n'y a pas de paroles visibles, mais des contacts physiques, des changements de posture et des signes de la main. Cette relation continue marque leur rôle au sein de la communauté. Lors de la collecte sur la plage, les femmes ne sont pas les premières à s'approcher. Elles se tiennent à quelques pas des hommes et observent. Cependant, une fois les objets inspectés, ce sont elles qui les ramassent ou les regroupent. Aucune dispute ni compétition ne se manifeste. Le rythme est coordonné, comme si chacun savait quand agir et quel est son rôle. Les outils qu'elles manipulent sont simples. On les a vus avec des paniers stressés ou des cordes en fibres naturelles. Elles ne portent ni lance ni arc. Leur rôle semble davantage axé sur l'organisation des objets, les soins aux enfants et le transport d'objets sur le territoire. Leur façon de se pencher, de les ramasser et de les disposer montre qu'elles connaissent bien les matériaux et leurs usages. Dans une scène filmée par un drone, on voit une femme ramasser un objet cylindrique dans le sable sous le regard d'un enfant. Elle l'examine brièvement, le secoue et le range dans un panier tressé. Elle ne communique avec personne, mais ses mouvements s'intègrent à ceux du reste du groupe. Personne ne l'interrompt ni ne lui dit quoi faire. Cette autonomie contrôlée indique que son rôle est défini et respecté. Comment les tentatives de contact ont évolué depuis le XIXe siècle. L'un des événements les plus notoires s'est produit en 2018. Un citoyen étranger est entré sans autorisation. Il souhaitait partager sa religion avec les insulaires. Il a engagé des pêcheurs locaux, est arrivé en bateau et s'est approché du rivage. Le lendemain, son corps a été rejeté sur le rivage. Les insulaires l'avaient attaqué à coups de flèche. Les autorités ne sont pas intervenues. Le corps n'a pas été retrouvé. L'autonomie de la communauté a été respectée. Depuis cet incident,
La surveillance de la zone a été renforcée. Des panneaux d'avertissement ont été installés sur les bateaux de tourisme et les eaux avoisinantes sont patrouillées. Les agences internationales de défense des droits des autochtones ont soutenu la décision d'éviter toute interaction. Elles soutiennent que toute approche représente un risque pour la santé, la culture et l'équilibre de la communauté. Les tentatives de contact sont passées de la curiosité coloniale au respect forcé. Ce qui a commencé comme une exploration, avec enlèvement et échange de cadeaux, s'est soldé par un isolement absolu. L'île n'est plus considérée comme un territoire à découvrir, mais comme un espace à ne pas perturber. Autorités, chercheurs et organisations s'accordent à dire que l'isolement est le seul moyen de protéger les sentinelles. Les tentatives de contact sont passées de la curiosité coloniale au respect forcé. Ce qui a commencé comme une exploration, avec enlèvement et échange de cadeaux, s'est terminé par un isolement absolu. L'île n'est plus perçue comme un territoire à découvrir, mais comme un espace à ne pas perturber. Autorités, chercheurs et organisations s'accordent à dire que l'isolement est le seul moyen de protéger les sentinelles. Depuis lors, personne n'a franchi définitivement leurs frontières. Il n'existe aucune trace d'échange prolongé ni de données vérifiables sur leur langue ou leurs règles. Ce qu'ils savent, ce qu'ils transmettent et ce dont ils se souviennent ne circulent qu'au sein du groupe. Aucun autre peuple aujourd'hui ne maintient une séparation aussi complète. L'espace qu'ils habitent reste clos, sans signe de changement, sans répétition extérieure.